Joseph et nous le faisons de manière systématique à travers le livre de Genèse et aussi en faisant recours aux références qui sont dans le Nouveau Testament. Alors, ceci dit, Shalom, nous avons le collègue Simon Médou parmi nous ce soir. Nous aurons un temps de présentation. Tout le monde n'est pas encore là, mais j'aimerais bien que vos collègues vous connaissent. Et puis, après cela, nous allons continuer avec les normes APA. Shalom, 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 shalom. shalom, monsieur le professeur. Shalom. Oui, shalom, comment va Talamokolo? Shalom. Votre micro est fermé Shalom, encore, cher collègue Jérémie. Shalom, Ah, c'est le collègue Yandal Emmanuel. OK. professeur. shalom, professeur. Oui, shalom, c'est le collègue Yandal. OK. Mokolo va bien, mais ce soir, je suis à Maroua. Je suis descendu Vous êtes à Maroua. la OK. colline là. Je suis à Maroua. Exactement. Ah, mais ça, c'est excellent. Comment va Donc, Maroua? je vous suis en direct à Maroua. Ah, très bien. Très bien. Oui. Voilà. Non, oui, depuis Je suis Gaoundéré. à Maroua, présentement. Très bien, très bien, très bien. Alors, nous allons commencer par la prière et ensuite, nous allons donc continuer Oui, avec... oui, je suis à Maroua, présentement à Maroua. Oui, oui, Très bien. Maroua va bien, la chaleur, mais il ne pleut pas. Il ne pleut pas environ 3 semaines. On attend la pluie, il ne pleut pas. Oh là là. Oh là là. Oui, là, La c'est semaine important pour le Caral. Oui, allô? Bien. En attendant, nous allons commencer par la prière et puis on pourra écouter notre collègue. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci Ces pour amis que la 3 grâce que tu semaines nous là, il ne accordes pleut de pas. suivre ce cours. Guide-nous, nous te prions, Seigneur, selon ta grande bienveillance. Prends contrôle de ce cours et que tout se passe d'une manière qui t'honore et te glorifie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bien, je voulais qu'on fasse une petite présentation, mais notre collègue est déconnecté. On espère qu'il va revenir. Entre-temps, shalom à notre collègue Haman Luc. Shalom. Shalom. Bien, nous allons donc continuer à visiter le pays des normes APA. En parcourant la littérature, je me suis rendu compte qu'on dit parfois la norme APA, parfois les normes APA, parfois le style APA. Donc, sachez que dans la littérature, il n'y a pas unanimité. Faut-il utiliser le pluriel ou le singulier? Donc, quel que soit ce que vous utilisez, c'est bon, que ce soit le pluriel. Soyez seulement, je dirais, soyez conséquent tout au long de votre travail. Si vous avez commencé par le pluriel, utilisez le pluriel. Sinon, en réalité, on trouve les deux appellations en français. Norme au pluriel ou norme au singulier, ou parfois style à pas. Mais c'est le même éléphant. Et donc, voilà pour ce qui concerne notre parcours actuel. Nous allons donc essayer de terminer avec quelques petits détails ce soir et voir la question des marges. Et puis, je pense qu'à ce niveau-là, avec la documentation que vous avez, vous pouvez bien vous battre. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous hésitez comment citer quelque chose dans le style APA ou dans les normes APA, vous pouvez toujours aller en ligne
et tapez sur Google comment citer cette référence selon les normes APA et Google va vous aider. Et pour certaines sources sur Google Scholar, on vous indique même, si vous citez le document, comment le faire selon les normes APA. On vous indique comment faire la citation dans le texte ou dans la bibliographie. Alors, ceci dit, comme normalement, nous aurons deux nouveaux collègues ce soir. Nous avons déjà le collègue Simon Médou qui est là. Il y a aussi un doctorant qui devrait se joindre à nous, Joseph Fauchivet. Je pense qu'il il a reçu le lien et il pourrait aussi se joindre à nous d'un moment à l'autre. Malheureusement, comme je le disais, tout le monde n'est pas connecté ce soir pour le groupe de théologiens qui travaillent sur leur mémoire et leur thèse, parce que ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais quand même, j'aimerais que vous vous présentiez à vos collègues qui sont là et qui se présentent aussi à vous. Comme ça, vous pouvez déjà faire connaissance. À l'UDI, on dit toujours que nous sommes une équipe. C'est pour ça qu'on s'appelle collègues. Donc, je n'hésite pas. Moi-même, je me considère d'abord comme un serviteur, et vous l'êtes. Et ensuite, je me considère comme étudiant, et vous l'êtes également. Et donc, nous sommes doublement collègues, et dans le ministère et dans le monde des sciences, dans l'apprentissage. Euh, je dis toujours à mes collègues que la chose que je ne délaisserai jamais, c'est étudier. Donc, ça, c'est... Et d'ailleurs, ça va de pair avec l'enseignement, parce que quelqu'un a dit, si vous cessez d'étudier, cessez d'enseigner. Si vous cessez d'étudier, cessez d'enseigner. Et donc, je vous encourage, même quand vous aurez décroché votre PhD, et que vous serez donc nanti de tous les grades académiques, continuez toujours à étudier. Parce que sans cela, votre carrière d'enseignant va souffrir. Et donc, ceci dit, j'aimerais commencer d'abord par les anciens pour mettre notre collègue Simon en confiance. Et nous commençons par ordre alphabétique des noms de famille. Nous respectons maintenant les normes APA. Ordre alphabétique des noms de famille. Et donc là, ça tombe sur le collègue Haman. Collègue Haman, présentez-vous brièvement à votre collègue Simon Médou. Chers collègues, chers frères, bonsoir ou bonjour pour certains. Je suis le pasteur Haman Lekr, depuis le Cameroun. Alors, je suis dans l'Ancien Testament. C'est la langue ancienne qui nous intéresse. Sans langue ancienne, les autres ne sont rien. Là-bas, c'est la langue ancienne. Merci. Voilà. Merci beaucoup, chers collègues. Je sais que vous avez désactivé la vidéo pour économiser votre bande, donc je comprends. Merci d'avoir activé quand même, comme ça il peut voir votre face. Et alors, le collègue Haman est vétérotestamentaire. Il enseigne l'Ancien Testament et il est en train de pratiquement amorcer la dernière ligne droite pour son travail de thèse en Ancien Testament. Et donc, nous continuons dans l'ordre alphabétique des noms de famille avec le collègue Noabé. Merci, cher professeur, pour la parole donnée pour me présenter. Je salue aussi le frère Simon Médou. Je me nomme donc Noabé Jérémie. Je suis pasteur ici à Marois. C'est vrai, présentement, bon, je suis en service à
à Talamokolo, en altitude. Donc, je fais en théologie pratique. Voilà ce que je peux donner comme ma présentation. Je vous remercie. Voilà, merci à notre collègue Jérémy Nouabé, qui est donc pasteur et aussi enseignant, et il est pratiquement en train d'amorcer la dernière ligne de thèse en théologie pratique. Et donc, collègue Yandal Emmanuel, c'est votre tour. Shalom, cher professeur. Et bonsoir à tous. Effectivement, je suis Yandal Emmanuel, depuis le Cameroun, plus précisément en Ngaoundéré. Donc, comme les autres, aussi en théologie pratique, master. Merci. Voilà. Merci à notre collègue Yandal Emmanuel. Nous avons beaucoup de praticiens, hein, parce qu'il est aussi en théologie pratique. Donc, très bien. Maintenant, je pense que le collègue Medou peut se présenter en toute confiance. La parole vous revient. Ok, déjà, merci, professeur, pour cette activité. Allô? Oui, allô? Oui, je suis Simon Pierre Médou. Allô? Il a un problème de connexion. Oh là là, apparemment, il y a quelques petits problèmes de connexion. Allô? Allô? Oui, oui, allô. Je disais qu'il y a quelques petits problèmes de connexion. Allez-y encore, s'il vous plaît. Allô? Oui, oui, allô. Allez-y, chers collègues. Oui, je suis pasteur Simon Pierre Médou et étudiant dans votre institution. Je fais dans la théologie pratique. Je travaille actuellement à l'Est du Cameroun, principalement à Bétaré Oya. Voilà Wow. ce que je peux dire à mon sujet. Très bien, très bien, très bien. Merci infiniment, chers collègues. Ah, waouh, la théologie pratique est en Merci. train de rafler la coupe, là. et, et merci. Je pense que c'est la première fois qu'on a un étudiant de Bétaré Oya. Donc, soyez le bienvenu. Merci Nous avons beaucoup. d'autres collègues, comme je le disais, et pour ne pas donner l'impression qu'il n'y a que le Cameroun, nous avons des collègues de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, de Madagascar, et nous avons aussi des collègues qui sont, je pense qu'on a en théologie, on a aussi quelqu'un du Mali et quelqu'un du Togo. Mais ils n'ont pas pu se connecter régulièrement ces derniers temps. Certainement, ils ont quelques soucis parce que parfois, il y en a qui vivent dans des endroits reculés et qui se connectent difficilement. Mais nous leur envoyons quand même les notes du cours et les enregistrements pour qu'ils soient à jour. Je vois notre collègue Johnny de Madagascar qui se joint à nous. Alors, bienvenue, collègue Johnny. Oui,
Merci. Désolé pour le retard. Alors, quelles sont les nouvelles de la Grande Île? Quelles sont les nouvelles de Madagascar? Bon, le président de la République refuse de se démissionner. Alors qu'il y en a des... Le président a démissionné? Non, il refuse. Et par contre, le peuple n'accepte plus qu'il reste toujours là. Il y en a des massacrés, il y en a des représailles par les militaires. C'est vraiment triste. Oui. Donc, si je comprends bien, il y a quelques pas petites, mais quelques tensions à Madagascar dont nous prions pour que tout se passe bien. Alors, ce soir, nous avons un nouveau parmi nous, et on devait avoir deux, mais le collègue Simon-Pierre Médou est là, et il fait la théologie pratique. Il vient de se présenter, peut-être que vous pouvez dire un ou deux mots de présentation à son endroit pour qu'il sache qui vous êtes et ce que vous êtes en train de faire comme travail en ce moment. Ok. Bon, bienvenue aux frères qui nous rejoignent. Alors, bon, je m'appelle Johnny Alphonse Razanadzatou, ancien étudiant de la FATEB. J'ai fait le Nouveau Testament, donc je continue à faire le doctorat sur le sujet de la théologie du sang. C'est ça qui m'intéresse maintenant. Je suis parmi les enseignants de notre école, cette fois ici, à Madagascar, à Tananarivo. Voilà, je ne sais pas s'il y en a d'autres choses que je devrais ajouter. Et voilà. Merci, cher collègue Johnny. Je souligne donc le collègue Johnny est aussi serviteur de Dieu et il fait une spécialisation au Nouveau Testament. Donc, on a le Nouveau Testament et on a l'Ancien Testament dont on est couvert. Il y a le collègue Sheket Vincent qui n'est pas là, mais qui est en systématique. Le collègue Barnabas est en missiologie. Le collègue du Mali est en Nouveau Testament. Celui de la Guinée fait missiologie. Celui de la Côte d'Ivoire, Paul, fait théologie systématique. Il réfléchit sur la prédestination. Il y a également, quel autre étudiant qui n'est pas là ce soir? Nous avons celui du Togo. Lui, il fait Nouveau Testament, master en Nouveau Testament. Voilà ce qui me vient à l'esprit tout de suite. Bon, la majorité, je remarque, est en islamologie au sein de l'UDI pour le volet théologique. Donc, voilà, nous avons pratiquement toutes les filières qui sont couvertes, que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Oui, on a Noé aussi de la Côte d'Ivoire qui fait Ancien Testament et islamologie. Il est à cheval entre deux disciplines. Donc, il suit les cours avec les islamologues, mais en fait, il réfléchit sur la Genèse. La grande question du conflit entre Sarah et donc, en fait, le conflit entre Ismaël et Isaac qui vient
de deux mamans. Donc, il est en train de réfléchir sur le conflit islamo-palestinien, les racines de ce conflit. Et donc, il est à cheval entre l'Ancien Testament et l'islamologie. Bien. Donc, il voit le conflit entre les deux dames, Hagar et Sarah. Comment est-ce que ça a donné un grand conflit qui continue encore aujourd'hui à travers leurs enfants. Bien. Ceci dit, mes chers collègues, nous sommes présentés. Nous allons donc revisiter les normes APA. Bon, pour le collègue Simon Pierre Médou, nous prenons le poisson par la queue parce que, en réalité, ceci est la conclusion d'une longue série d'enseignements sur comment rédiger un mémoire ou une thèse. Nous sommes pratiquement à la fin. Mais qu'à cela ne tienne, même pour vos travaux actuels, c'est bien de se familiariser avec les normes APA parce que c'est ce qui est maintenant encouragé au niveau international. Auparavant, c'était Turabian pour les théologiens. Maintenant, même les théologiens ont embrassé les normes APA. Et donc, c'est bien de se familiariser. Les normes APA se rapportent aux citations. Donc, comment citer les sources bibliographiques dans le texte ou dans la liste des références utilisées dans le travail. Eh bien, comme je l'ai dit, nous n'allons pas nous étendre très longuement là-dessus parce que à ce niveau d'études, vous avez déjà assez de maturité pour lire par vous-même les documents que je vous envoie. Qu'à cela ne tienne, j'aimerais revenir sur quelques détails ce soir avant de clôturer cette série qui est une série assez intéressante. Alors, je vais dans un instant partager mon écran pour que vous puissiez voir mon texte. Et à partir de là, on pourra donc faire une petite révision pour ceux qui sont nouveaux, pour qu'ils soient à jour. Et puis pour ceux qui ont déjà suivi cela, c'est toujours bien de revisiter. Et s'il y a des questions à la fin, on pourra toujours y répondre. Alors, pour ceux qui viennent de prendre, surtout pour notre collègue Simon Pierre qui vient de prendre le train en marche, quand on parle des normes APA, c'est toujours bien pour tout travail de citer les sources. Parce que l'une des choses qu'on doit éviter en académie, c'est le plagiat. Parce que si votre travail a cité d'autres auteurs sans les mentionner, vous pouvez être accusé de plagiat et le plagiat est un péché mortel en rédaction de mémoire ou de thèse. On peut rejeter votre travail. Et donc, il faut éviter cela. Et pour éviter cela, il faut présenter les mots, les idées ou les images d'autrui comme si... il faut éviter de présenter les mots, les idées ou les images d'autrui comme si c'était les vôtres. Même si c'est une photo, si la photo était prise par votre collègue Haman, ne mettez pas la photo dans votre travail sans l'indiquer. Donnez-lui cet honneur, c'est lui qui a pris la photo. Si la photo a été prise par votre fils ou par votre épouse, mentionnez son nom. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Et souvent, on se dit, bon, mais je ne cite pas verbatim, mot à mot, l'auteur, donc je peux quand même paraphraser et utiliser ses idées. Non, si les idées ne sont pas vos idées, si vous les avez empruntées à Jean-Paul Sartre, si vous les avez empruntées à Blocher, si vous les avez empruntées à Alfred Kuhn, si vous les avez empruntées à Isaac Zokwe ou à Titianou, mentionnez la source de l'idée.
même si elle est paraphrasée. Ça, c'est donc l'exigence. Maintenant, il y a deux façons de citer. On peut citer donc le texte textuellement, ce qu'on appelle la citation directe. On peut aussi résumer la pensée de l'auteur. Ici, par exemple, ça c'est une citation directe. Et généralement, pour les citations directes, on conseille de ne pas dépasser 40 mots. 40 mots, c'est le plafond. Sinon, il faut mettre des marges particulières. Mais sinon, pour les citations directes en général, on ouvre les guillemets, on cite donc l'auteur, on ferme les guillemets et à la fin, on ouvre une parenthèse pour noter le nom. Bon, ici, je m'excuse parce que la page n'est plus indiquée dans la norme APA 7e édition. Et donc, je n'aimerais pas... voilà, ici c'est correct. On n'a pas mentionné la page. On ne mentionne plus la page dans la 7e édition. Et donc, je me rends compte que ce document n'est donc pas celui que je voulais vous présenter. Une minute. Je vais revenir au document jaune que j'avais présenté la dernière fois. C'est beaucoup plus en phase avec la nouvelle norme. Parce que la 6e édition avait des directives qui ne sont plus, en vigueur en ce moment dans la 7e édition. Et donc, je vais revenir à l'ancienne édition. Pas à l'ancienne édition, mais à la nouvelle édition, la 7e édition qui est en vigueur. Une minute. Bien, je vais donc partager celui-ci. Alors, comme vous voyez ici, on n'indique plus les pages, c'est l'auteur et l'année, tout simplement. L'auteur et l'année dans le texte. Alors, et quand on parle de l'auteur, c'est le nom de famille de l'auteur qu'on indique. Alors, ici, on va parler d'abord de la citation directe et ensuite de la citation indirecte. Bon, ça c'est la paraphrase. Ça c'est la citation directe. Bon, commençons par la citation directe parce que c'est ce que vous retrouverez
Ça, c'est encore l'ancien système. Intéressant. Beaucoup ne sont pas encore à la page, hein? OK. Voilà. J'ai retrouvé notre document. Voilà le document jaune. Bien. Alors, pour vos travaux, je vous encourage à utiliser plutôt ce document jaune. Il est mis à jour en décembre 2023. Donc, la version française, malheureusement, n'a pas... C'est pour ça que vous trouverez plusieurs documents sur les normes APA en français. La version française n'a pas un document traduit et accepté unanimement par tous les francophones. Et la version française s'adosse à la version anglaise. Seule la version anglaise est en réalité la version de référence. Parce que l'original est en anglais. Tout ce que vous trouvez en français, c'est une traduction, en français ou en d'autres langues, que ce soit l'allemand, l'espagnol ou tout cela. C'est des traductions du texte en anglais. Donc, pour ceux d'entre vous qui êtes capables de lire le texte en anglais, je vous encourage à aller directement à l'original. Et si vous voulez avoir le document original en anglais, je peux vous l'envoyer également. Parce que tout ce que nous avons, c'est pour ça que vous voyez des tâtonnements, ça et là, dans les traductions. Parce que, bon, les Français ont traduit tout simplement à partir du texte en anglais. Et comme le texte anglais est plus long, ils ont sélectionné les parties les plus importantes. Alors, prenons donc ce texte que nous allons prendre comme une référence, qui sera donc votre référence pour... et là, ça commence déjà par la pagination, la page de garde de votre travail de mémoire ou de thèse. Donc, vous remarquez donc les marges. Les marges en haut et les marges à droite, plutôt à gauche, sont les mêmes. En haut et à gauche. C'est les mêmes marges. Et à droite et en bas, vous voyez, les marges sont plus petites parce qu'il n'y a plus de notes de bas de page. En réalité, toutes les références sont dans le texte. Et maintenant, pour la présentation, et là, je vais vous envoyer peut-être une page de garde modèle pour vos travaux de mémoire. Ou de thèse, vous devez mettre d'abord l'institution en haut. Par exemple, ici, c'est l'Institut universitaire de développement international en haut. Ensuite, le titre de votre travail, ce n'est pas en caractère majuscule, c'est en minuscule, mais vous pouvez mettre ça en gras. Mouvements sociaux, par exemple, et usage d'Internet, ici. Et maintenant, mémoire 2, master en Ancien Testament, Nouveau Testament, etc. Présenté, bon, ici, on va inverser parce que c'est présenté par, et puis vous allez sous la direction 2, et puis vous mettez le nom du directeur. Et puis en bas, tout en bas, vous allez mettre l'année. L'année et la date précise à laquelle vous avez soumis votre travail. Date de soumission. Ce n'est pas la date de soutenance, mais la date de soumission. Une fois que ça sera soutenu, vous allez mettre maintenant la date de soutenance. Mais la date de soumission est souvent différente de la date de soutenance. Par exemple, j'ai soumis ma thèse en 2005, mais j'ai soutenu en février 2006. Donc, voyez-vous, il y a souvent un décalage entre le dépôt du travail et la soutenance. Mais la date que vous mentionnez, comme vous ne maîtrisez pas la date de soutenance, la date que vous mentionnez ici, c'est la date de soumission de votre travail. Maintenant, pour les titres et les sous-titres, ça c'est très important de suivre ces directives. Le titre du chapitre, par exemple, chapitre 1 ou introduction ou conclusion, c'est centré et en gras.
au centre et en gras. Et puis, le texte débute comme nouveau paragraphe. Donc, il y a un peu d'espace. Vous ne commencez pas à la ligne. Vous créez un peu d'espace, il y a une tabulation. Et maintenant, vous saisissez votre texte. Maintenant, s'il y a un deuxième titre sous le chapitre, par exemple, vous avez chapitre premier, et puis maintenant, sous chapitre premier, il y a 1, 1. 1, 1. Donc là, le deuxième titre là est aligné à gauche et en gras. Vous voyez, le grand titre est centré en gras. Le deuxième titre, sous le grand titre, est aligné à gauche et en gras. Et le texte débute aussi comme nouveau paragraphe. C'est-à-dire, vous créez l'espace avant de saisir votre texte. Vous ne commencez pas à la ligne. Maintenant, s'il y a un autre titre, sous-titre, sous le chapitre 1, au lieu de 1, 1, ça va faire 1, 1, 1. Ici, le troisième titre est aligné à gauche, en italique et en gras. Vous mettez ça en italique pour distinguer ça du titre 2. Et puis, vous alignez donc le texte à gauche, comme le titre 2, mais c'est aligné à gauche, mais en italique et en gras pour distinguer cela du titre 2. Maintenant, s'il y a encore un sous-titre, un quatrième sous-titre sous le chapitre 1, vous allez mettre 1, 1, 1, 1. Donc là, ça va être identé et en gras et fini par un point. Le quatrième sous-titre, donc le quatrième titre est identé. Ça veut dire que vous allez créer l'espacement comme si vous commencez une nouvelle phrase, un nouveau paragraphe, et puis en gras, et vous terminez par un point pour distinguer cela des autres titres. On sait que ça, c'est le quatrième titre. Et maintenant, s'il y a encore un sous-titre sous ce quatrième, vous allez écrire toujours à la même place, là, identé, comme le titre 4, en gras comme le titre 4, mais cette fois-ci en italique. En italique, et vous terminez également par un point comme pour le titre 4. Alors ça, c'est bien de respecter cela dans la présentation de votre mémoire ou de votre thèse. Maintenant, on voit cela sur une page ici. Vous voyez le premier titre, le deuxième titre, le troisième titre, le troisième titre plutôt. Ça, c'est le deuxième. Et puis le quatrième titre, le cinquième, niveau 4 encore, et puis cinquième. Donc, pour voir comment ça se présente sur une page. Maintenant, il y a une structure pour les manuscrits professionnels, mais pour vous, vous êtes dans un travail académique, donc ça ne vous concerne pas. Maintenant, parlons des citations. Alors, pour ce qui concerne les citations, vous voyez, donc, les citations directes sont entre guillemets. Les citations indirectes ne sont pas entre guillemets. Mais maintenant, comment présenter? Vous voyez, ici, on ne donne pas la page, seulement l'année. Donc ici, par exemple, vous avez une citation directe de Dubois et Bobillier-Chaumont. Selon Dubois et Bobillier-Chaumont, l'acceptabilité sociale, ça ce sont encore vos mots, donc vous n'avez pas besoin de mettre ça entre guillemets, mais à partir du moment où vous citez, vous ouvrez les guillemets, vous voyez ici, vous ouvrez les guillemets, exprime le degré potentiel d'acceptation d'une technologie en cours de conception ou d'installation par des utilisateurs, vous fermez les guillemets, vous ouvrez les parenthèses maintenant et vous indiquez l'année et vous mettez un point. Vous n'avez pas besoin d'indiquer la page. Ça, c'est la norme en vigueur. Seulement l'auteur et l'année. Et donc, vous pouvez soit indiquer le nom de l'auteur au début ou faire les deux à la fin. C'est-à-dire, à la fin, vous indiquez le nom de l'auteur et l'année. Ici, il y a deux auteurs, vous indiquez le nom des deux auteurs. Ce sont des noms de famille, pas les prénoms. Les noms de famille des auteurs et vous mettez donc une virgule et l'année.
Maintenant, la norme, c'est que il faut que la citation ne dépasse pas 4 mots. Si la citation dépasse 4 mots, on vous demande de prévoir 1 centimètre à gauche et 1 centimètre à gauche et 1 centimètre à droite et de diminuer l'interligne. Au lieu d'interligne 1,5, par exemple, vous revenez à interligne 1. Et là, c'est toujours une citation directe, mais il n'y a plus de guillemets quand c'est plus de 40 mots. Mais on sait que c'est une citation directe parce que vous avez 2 points et puis vous avez les marges à gauche et à droite. Donc on sait directement que ça, c'est une citation. Alors, pour cette citation-là, directe, vous allez mettre à la fin le nom de l'auteur ou des auteurs et l'année. Tout simplement. Pas d'indication de page. Maintenant, quand c'est une citation double, c'est-à-dire vous citez un auteur qui a cité un autre auteur. Par exemple, vous citez le collègue Johnny qui a cité le collègue Haman. Vous commencez par celui qui a été cité. D'abord, par exemple, si c'est Johnny qui a cité Haman, vous commencez ici par Haman, l'année, cité par Raza et l'année. Donc, voyez-vous, vous allez tout simplement indiquer le nom de famille et l'année. Ne soyez pas trompé par le de Tocqueville ici. Ça fait partie de son nom et c'est en minuscule ici de façon conventionnelle. Il y a des noms comme ça chez les Néerlandais, les Allemands et tout ça. On a des gens qui ont ce genre de nom. Maintenant, qu'en est-il maintenant pour les citations indirectes? Bon, pour les citations directes, je pense que ça va. C'est en général, quand c'est une courte citation, vous indiquez donc la courte citation par des guillemets. Donc, vous placez les guillemets au début et à la fin. Vous indiquez, soit, si vous avez déjà cité l'auteur, par exemple, Haman, vous indiquez seulement l'année à la fin, entre parenthèses. Si vous n'avez pas cité Haman au début, vous indiquez entre parenthèses Haman, 2019. Donc, le nom de famille de l'auteur et l'année. Maintenant, qu'en est-il des citations longues de plus de 40 mots? Vous indiquez 2 points, vous créez l'espace, ça c'est très important, un détail important que j'ai failli omettre tout à l'heure, que j'ai omis tout à l'heure. Vous créez l'espace pour isoler, pour qu'on sache que ça c'est une citation directe, même s'il n'y a pas de guillemets. Et l'autre indicateur de citation directe, ce sont les marges. À gauche, 1 cm, à droite, 1 cm. Et puis à la fin, vous indiquez le nom, Haman et l'année. Maintenant, qu'en est-il, même pour les citations doubles, vous citez d'abord celui qui a été cité, ensuite celui que vous lisez en ce moment. Maintenant, qu'en est-il des citations indirectes? C'est-à-dire, vous n'avez pas cité l'auteur mot à mot, vous n'avez pas cité l'auteur verbatim, mais vous avez quand même utilisé les pensées de Haman. Mais vous n'avez pas utilisé ces mots. Qu'à cela ne tienne. Et c'est là où il faut faire très attention pour ceux qui rédigent en ce moment. Même si vous n'utilisez pas les paroles utilisées par l'auteur, les paroles de l'auteur, référencez toujours ses idées. Référencez toujours ses idées. C'est-à-dire, Haman estime que. Vous indiquez le nom de l'auteur et l'année pour montrer que l'idée est de cet auteur, mais les paroles sont vos paroles. Et là, vous n'utilisez pas de guillemets, vous n'utilisez pas de marge spéciale. Vous résumez en fait sa pensée, c'est ce qu'on appelle paraphrase. Paraphrase. Bien. Et pour les paraphrases, donc, vous n'êtes pas obligé, non, vous n'utilisez même pas les guillemets ni des marges spéciales. Vous résumez tout simplement
les paroles de l'auteur, l'idée de l'auteur en utilisant vos propres termes. Maintenant, qu'en est-il pour d'autres mentions dans le texte? Par exemple, ici, vous avez une citation directe avec les guillemets. Ça serait Dickens, qui associe le plus intimement attendrissement, sentiment et dénonciation sociale. Vous indiquez donc l'auteur et l'année, ou alors vous indiquez l'auteur et l'année au début. Si c'est au début, vous mettez la date entre parenthèses seulement. Mais si c'est à la fin que vous citez l'auteur, vous indiquez les deux entre parenthèses, c'est-à-dire le nom de l'auteur, virgule, et l'année. Les deux formes sont acceptées dans le texte. Mais dans la bibliographie maintenant, vous allez utiliser le nom de famille, revenons à notre collègue Haman, Haman, virgule, L, pour L point pour Luc. Vous n'allez pas écrire entièrement Luc, même si vous savez que c'est Luc. Selon les normes à part, tout ce qui nous intéresse, c'est son nom de famille. Et donc, Haman, virgule, L. Et puis, vous indiquez l'année de publication, le titre de l'ouvrage en italique et la maison d'édition. Ça, ce sont les informations les plus importantes. Les plus importantes. Et si vous ne connaissez pas la maison d'édition, il y a une façon de l'indiquer. Vous pouvez donc mettre SE sans éditeur. Donc, il y a une façon de noter. Et s'il n'y a pas d'auteur, mais il y a un document scientifique, vous commencez par le titre du document tout simplement, sans indiquer l'auteur. On sait que c'est un document. On va revenir là-dessus. Maintenant, continuons avec d'autres cas. S'il y a un seul auteur, vous indiquez le nom de l'auteur et l'année. S'il y a deux auteurs, vous indiquez les deux auteurs. S'il y a trois auteurs ou plus, vous indiquez maintenant, ça aussi, ça a été corrigé. Maintenant, on indique tous les noms de trois auteurs. On indique tous les noms des trois auteurs. Mais ici, il a utilisé le premier auteur et Al. C'est mieux pour être du côté de prudence. Hein, il faut citer tous les trois auteurs. Les noms de famille des trois auteurs. Et puis, si par exemple, le même auteur a publié plusieurs livres pendant la même année, ça arrive. Il y a des années où un auteur est particulièrement inspiré. Par exemple, j'ai cité le cas de notre collègue Bako Célestin, qui, il y a de cela, je pense, 2 ou 3 ans, a écrit plusieurs livres. Pendant longtemps, il n'a pas publié, et puis subitement, il a écrit plusieurs livres la même année. Alors, si vous devez citer Bako, et pour ses livres publiés, disons, en 2023, maintenant, vous allez mettre Bako 2023A, Bako 2023B, Bako 2023C, puisque le même auteur a publié plusieurs ouvrages. Et c'est maintenant dans la bibliographie qu'on saura à quoi renvoie la lettre A, à quoi renvoie la lettre B, etc. Dans la bibliographie, on saura que Bako 2029A, c'est son livre sur, par exemple, sur l'apologétique. Et puis Bako 2023B, c'est son livre sur la missiologie, etc. Donc, dans la bibliographie, on va distinguer, mais dans le texte, vous marquez seulement, vous notez seulement Bako 2023A. On sait que ça fait référence à son livre sur l'apologétique. Et puis Bako 2023B, ça fait référence à son livre sur la missiologie, etc. Bien. Maintenant, pour les tableaux et les figures,
il y a une façon de les référencer. Par exemple, ici, vous avez une image, une carte. Alors, ça fait partie de ce qu'on appelle les figures. Vous donnez un titre à votre figure et vous indiquez la source. D'où avez-vous tiré? Si c'est vous-même qui l'avez conçu, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas vous, si c'est quelqu'un d'autre, ou si l'image est de quelqu'un d'autre ou d'un autre document, indiquez la source. D'où avez-vous tiré cette image, cette figure? Et dans la bibliographie, vous allez indiquer donc exactement la source de cette figure, de cette image. Et quand c'est un tableau, c'est la même chose. Vous donnez un numéro au tableau. On donne un numéro parce que dans un travail, vous pouvez avoir jusqu'à 20 tableaux ou 30 tableaux. On veut savoir quel est le numéro du tableau. Comme ça, lors de la soutenance, on dit votre tableau numéro 2, votre tableau numéro 3. On fait référence donc au numéro du tableau. C'est plus facile de retrouver le tableau. Et puis, en plus du numéro, vous avez un titre aussi. Comme ça, on sait de quoi s'agit-il dans ce tableau. Ici, ce sont les moyennes aux diverses cotes pour chaque profil. Alors, donc, il y a un titre du tableau. Remarquez que le titre est juste en bas du numéro du tableau qui est en gras et centré. Le titre du tableau est aussi centré, mais en italique, et ce n'est pas en gras. Ça, c'est un détail important pour vos travaux de mémoire et de thèse. Et puis, n'oubliez pas la source. Pour les figures comme pour les tableaux, à la fin maintenant, juste en bas ici en bas du tableau, vous allez indiquer la source. Source, Provost et Al 2021, page 104. Ici, vous pouvez indiquer également la page où se trouve le tableau. Maintenant, dans la citation bibliographique, vous n'allez plus indiquer la page, mais ici, pour le document même, vous allez indiquer la page. Maintenant, la figure, même chose, le titre et la source. Maintenant, pour la liste des références, c'est-à-dire à la fin de votre travail, vous avez une bibliographie. Ce qu'on veut voir en priorité, c'est un classement par ordre alphabétique. Une bibliographie, on appelle maintenant référence citée, ou pour prendre pour emprunter la terminologie de cet auteur, liste de références. Alors, pour la liste de références, il faut toujours savoir qu'on classe les auteurs par ordre alphabétique des noms de famille. Et donc, si c'est un ouvrage écrit par un auteur, un ouvrage imprimé, un livre imprimé écrit par un auteur, on va dire Haman, L, qui est l'abréviation du prénom, point, ouvrez les parenthèses, 2004, l'année, le titre de l'ouvrage et la maison d'édition. Maintenant, si Haman et, disons, prénom Yandal, Emmanuel ont écrit un ouvrage ensemble, on va dire donc Haman, virgule, L, et Yandal, E, qui est l'initiale du prénom, 2021, vous donnez le titre de l'ouvrage. Et si c'est une troisième édition ou une quatrième édition ou même une deuxième édition, vous notez deuxième édition, volume, si c'est en plusieurs volumes, vous notez le numéro du volume. Si ce n'est pas en plusieurs volumes, vous notez seulement l'édition, ça suffit. Donc, si c'est en un seul volume. Mais si c'est en 3 volumes, par exemple, de quel volume s'agit-il? Volume 1, volume 2 ou volume 3? Alors, vous indiquez volume 1, par exemple, ou volume 2, et puis l'année, pas l'année, mais la maison d'édition, toujours à la fin. Maintenant, supposons que ce soit plutôt un collègue qui a dirigé un travail collectif. C'est-à-dire, on prend ici le collègue Nouabé Jérémy, qui dirige un travail, et dans ce travail-là, on a la contribution de Yandal Emmanuel, on a la contribution de Haman Luc, on a la contribution de Johnny Alphonse Raza. Maintenant,
celui qui a dirigé le travail collectif, c'est Nwabé Jérémie. Donc, on va mettre Nwabé, virgule, J, point. Et puis, entre parenthèses, dire, c'est-à-dire sous la direction. Quand vous voyez dire, ça veut dire que c'est un ouvrage collectif sous la direction d'un auteur. Et donc, vous indiquez dire, et puis vous mettez un point pour distinguer les parenthèses de dire des parenthèses de l'année. Donc, vous mettez un point. Dire point, vous fermez les parenthèses, point encore, et vous ouvrez maintenant les parenthèses, l'année. Vous fermez les parenthèses, point, et maintenant le titre de l'ouvrage en italique et la maison d'édition. Maintenant, supposons que ce soit un livre historique, publié pas un livre historique, un livre électronique, c'est-à-dire qui n'est pas en version papier, mais c'est en ligne. Un livre électronique publié par votre dénomination, par exemple, sur l'histoire de l'Église. Alors, en ce moment, peut-être qu'il n'y a même pas un auteur particulier, mais c'est la dénomination qui a travaillé, peut-être la commission ecclésiastique ou bien la commission de formation. Alors, en ce moment, vous indiquez, par exemple, commission ecclésiastique, vous ouvrez les parenthèses, vous indiquez l'année, et puis histoire de l'Union des Églises évangéliques au Cameroun. Et si c'est en plusieurs éditions, vous indiquez l'édition. S'il n'y a pas plusieurs éditions, vous vous arrêtez au titre. Et puis, très important, puisque c'est un livre électronique, il faut indiquer où est-ce qu'on peut trouver cet ouvrage. Alors, vous indiquez le lien. Comme ça, on sait qu'en cliquant sur ce lien-là, on va avoir accès à ce livre électronique. Donc, ça, c'est dans la partie des références. C'est-à-dire, ce n'est pas dans le texte, mais c'est à la fin de votre travail dans la partie bibliographique, les références citées. Maintenant, supposons que ce soit un chapitre dans un livre, c'est-à-dire le collègue, donc tout à l'heure, Nwabé, a dirigé un travail dans un ouvrage collectif, mais on veut citer le chapitre que Haman a écrit dans cet ouvrage collectif. En ce moment, on va noter d'abord Haman, virgule, L, point, on ouvre les parenthèses l'année 2021, point, le titre du chapitre, mais vous voyez que ce n'est pas en italique, parce qu'ici, ce n'est pas le titre du livre, c'est plutôt le titre du chapitre. Donc, on ne met pas ça en italique. Vous mettez un point dans. Et maintenant, vous ne commencez pas par le nom de famille de Nwabé, vous commencez par son prénom, J, point, et puis maintenant son nom de famille, Nwabé. Alors, vous remarquez qu'ici, vous commencez par l'initiale du prénom. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un nom de famille indiqué au début. L'accent est mis ici sur le nom de famille initial. Donc, ça peut être un chapitre de Haman dans son propre livre, peu importe. Si c'est un chapitre de Haman dans son propre livre, on va toujours dire dans L.Haman, virgule, et maintenant le titre de l'ouvrage collectif. Mais la particularité ici, c'est qu'on va indiquer les pages. Pourquoi? Parce que c'est un chapitre dans un livre. Donc, ce qu'on a ici, c'est un chapitre tiré dans un livre. Donc, un chapitre de Haman dans un livre édité par Nwabé, sous la direction de Nwabé. Et donc, on va dire Haman, le titre du chapitre, dans J. Nwabé, et puis le titre de l'ouvrage, et les pages qui concernent Haman dans le livre de Nwabé, page 129 à 175. Et puis, vous mettez un point et vous indiquez la maison de publication. Alors, il y a un deuxième exemple ici. Vous avez un livre, un chapitre dans un livre écrit cette fois-ci par deux personnes. Donc, supposons que ce soit un chapitre écrit par Yandal Emmanuel dans un livre
sous la direction de Haman et de Nouabé. Dans ce cas-là, on va dire Yandal, virgule, E, point. Vous allez ouvrir les parenthèses, 2021, vous fermez les parenthèses, point. Le titre du chapitre écrit par Yandal, point. Dans. Cette fois-ci, vous remarquerez qu'on respecte l'ordre alphabétique de prénoms. Donc, on va dire L, pas de prénom, plutôt des noms de famille, pas de prénom. Donc, L, point Haman et J. Nouabé. Entre parenthèses, dire, c'est-à-dire sous leur direction, et on met le titre de l'ouvrage, cette fois-ci en italique. Le titre du chapitre n'est pas en italique, mais le titre de l'ouvrage est en italique. Et on indique les pages, parce que ces pages font référence aux écrits de Yandal. Donc, il ne faut pas oublier de mettre les pages exactes où se trouve la partie de contribution faite par Yandal ou le chapitre écrit par Yandal dans l'ouvrage collectif. Maintenant, qu'en est-il quand c'est un article dans l'encyclopédie? Même chose, on indique les pages. Par exemple, Nouabé a écrit une encyclopédie, par exemple, sur l'histoire de baptême dans l'Union des Églises évangéliques au Cameroun. Et puis, dans cet ouvrage, dans cette encyclopédie, il y a plusieurs contributeurs de l'Union ou des autres dénominations qui ont contribué. En ce moment-là, si vous voulez citer, par exemple, la contribution du collègue Haman dans cette encyclopédie, vous allez dire Haman, virgule, L, point, l'année, entre parenthèses, point, le titre du chapitre ou de l'article, parce qu'en ce moment, ce n'est plus un chapitre, mais c'est un article. Par exemple, vous allez trouver mes articles dans l'encyclopédie du christianisme dans les pays du Grand Sud. Alors, en ce moment, j'ai par exemple écrit un article sur la Libye, un article sur la RCA, un article sur l'islamisme ou l'islam radical. Donc, si vous voulez citer, par exemple, le chapitre que j'ai écrit sur la Libye, vous allez donc citer Bongo Yok, virgule, M, 2000, je pense que c'est un ouvrage de 2019 par là, 2019, et puis vous allez mettre Libye. Ça, c'est le nom de l'article dans l'encyclopédie. Et puis, vous indiquez le nom de l'éditeur sous sa direction, le titre de l'encyclopédie et les pages qui concernent l'article sur la Libye dans le document. Donc, vous allez indiquer les pages et la maison de publication, la maison d'édition. Maintenant, si par exemple, c'est un article sans auteur tiré d'une encyclopédie imprimée. Par exemple, vous avez une encyclopédie, mais il n'y a pas d'auteur. Vous ne savez pas qui a écrit, mais on connaît quand même celui qui a dirigé le dictionnaire ou l'encyclopédie. En ce moment, ne vous embrouillez pas avec la recherche d'un nom. Notez tout simplement le titre de l'article. Par exemple, c'est un article sur le baptême d'eau. Mettez seulement baptême d'eau, point. L'année de publication du dictionnaire ou de l'encyclopédie. Ça c'est Henri Blocher, donc HB. Puisqu'il y a déjà un titre ici, quand vous êtes dans, on ne commence pas par le nom de famille, on commence par l'initiale du prénom. Ça, c'est un détail très important. Parce qu'il y a déjà un autre titre. Et dans le classement, ça, c'est la lettre A. Donc, vous allez classer cette source en respectant la première lettre, même si ce n'est pas un nom, c'est le nom d'un article, mais comme ça commence par A, ça vient avant B. Donc, et donc dans H. Bloch, Henri Blocher ici, bon,
Je ne sais pas pourquoi. Bon, disons H-Bloch, ce n'est pas Blocher, certainement. Dans H-Bloch, sous sa direction, et maintenant vous écrivez le titre du dictionnaire. Ça peut être le grand dictionnaire de théologie pratique, ou bien le dictionnaire de théologie biblique, ou le dictionnaire évangélique de théologie. Et puis vous allez indiquer les pages et la maison d'édition. Alors, vous voyez que pour les articles tirés des encyclopédies, des dictionnaires ou des revues, il faut indiquer les pages. Ici, c'est une revue. On a ici, par exemple, un article écrit par deux auteurs, disons Yandal Emmanuel et Haman Luc se mettent ensemble pour écrire un article. On va donc respecter l'ordre dans la présentation de l'article ici. Puisque s'ils ont commencé par Husseini et Bruton, ça veut dire que c'est Husseini qui a fait le plus gros du travail. Et Bruton a seulement contribué. Donc, naturellement, on va donner l'honneur à Husseini, même si alphabétiquement, c'est plutôt Bruton, B qui devait venir. Donc, respectez l'ordre dans l'article. N'inversez pas pour classer par ordre alphabétique. Si dans l'article même, ils ont dit Hosseini et Bruton. Donc, Hosseini M et Bruton SV 2020, vous notez le nom de l'article, le titre de l'article plutôt. Évidemment, le titre de l'article n'est pas en italique, c'est le nom de la revue qui est en italique. Et puis le volume et le numéro de la revue. Et si c'est disponible en ligne, indiquez le lien, DOI ou même le site web où on peut accéder à cet article. Alors, ici, c'est intéressant, on a un exemple intéressant parce que nous avons plusieurs auteurs d'un article dans une revue. Alors, vous remarquez qu'ici, on cite tous les auteurs. Ils sont quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils sont 7 auteurs. Vous allez citer les 7 noms. Les 7 noms. Et puis, l'année, le titre de l'article, qui n'est pas en italique, le nom de la revue, qui est en italique, le volume et le numéro. Et puis la maison d'édition. Et puis le lien, si c'est en ligne. Supposons donc que ce soit un article qui n'est pas encore publié, mais qui est en pré-publication, c'est-à-dire qui est aligné pour la publication. Vous allez indiquer, cette fois-ci, le nom de l'auteur, par exemple, Haman, L. 2018. Le titre de l'article qui est en pré-publication sera en ce moment en italique, parce que ce n'est pas encore publié. Donc, le titre est en italique, et puis vous indiquez, si vous connaissez la future maison d'édition, vous l'indiquez, et puis vous indiquez le lien. Généralement, ce n'est pas conseillé de mettre un article en ligne quand ce n'est pas encore publié. Ce n'est pas une bonne pratique. Mais bon, il y en a qui le font. On respecte leur style. Maintenant, quand c'est un manuscrit non publié, par exemple, Haman a écrit un bon document dans le cadre d'un cours de recyclage. Et son document est vraiment intéressant sur, par exemple, quelles leçons tirer du livre de Job pour les chrétiens d'aujourd'hui. Et vous avez trouvé ce document vraiment intéressant que vous voulez le citer dans votre ouvrage. Mais comme ça n'a pas encore été publié, vous allez donc noter Haman, L, l'initiale du prénom, l'année, le titre de ce document, de ce manuscrit. Par exemple, leçons à tirer de la vie de Job pour les chrétiens contemporains. Mais vous allez indiquer entre guillemets
entre crochets plutôt, entre crochets, pas entre guillemets, entre crochets, manuscrit inédit. Ça veut dire que c'est un document qui n'a pas encore été publié. C'est un document qui existe, qui a été présenté, mais qui n'a pas encore été publié. Alors, manuscrit inédit. Et puis, vous indiquez, si vous savez dans quel cadre se situe ce document, par exemple, Institut universel de développement international, ou bien si c'est dans le cadre de l'ISTEM plutôt, l'ISTEM, et donc vous indiquez l'université où le manuscrit a été conçu, tout simplement. Alors, pour les articles dans un magazine, ça, c'est pas une revue, mais un magazine. Il y a une façon de noter cela. Vous notez la date de parution du magazine. Et puis le nom de l'article et le nom du magazine en italique, le volume et le numéro et les pages à la fin. Si c'est un article de journal, par exemple dans Cameroun Tribune, ou une fois, Cameroun Tribune a publié l'un de mes poèmes, c'était lors d'un comice agropastoral de Marois. Ça, c'est dans les années 88 par là. Il y avait un comice agropastoral et j'avais écrit un petit poème sur le travail et les journalistes sont allés publier ça dans Cameroun Tribune. Alors, s'il y a un cas pareil, on va donc dire, on va mettre le nom, par exemple, Haman, virgule, L, point, l'année et la date à laquelle on a publié le document dans Cameroun Tribune. Et puis, on va noter le titre, le titre de l'article. En ce moment, mon poème, c'était sur le travail. Et donc, et là, on va indiquer le nom du journal, Cameroun Tribune, en italique. Et si c'est disponible en ligne, on va aussi ajouter le lien. Si ce n'est pas disponible en ligne, ne vous en faites pas, les premières indications sont suffisantes. Maintenant, que faut-il faire pour la communication à un congrès? Par exemple, Johnny s'en va à un congrès à Yaoundé, donc il quitte Antananarive pour Yaoundé pour présenter un exposé à Yaoundé. Et on veut citer sa présentation dans un travail de mémoire ou de thèse. En ce moment, on va mettre Raza J. L'année de présentation de l'exposé, disons 2014, la date, quand est-ce que, par exemple, si c'était un colloque qui a eu lieu du 15 au 16 mai, on va indiquer 15 au 16 mai, la période du colloque ou de la conférence. Et puis, on va indiquer le titre de sa présentation en italique. Par exemple, il a fait, par exemple, une présentation sur la théologie du sang, analyse diachronique. Bon. Théologie du sang, analyse diachronique. En ce moment, on va indiquer le nom, le titre de sa présentation et en italique et entre crochets, communication orale. C'est-à-dire, il a communiqué ça oralement, mais il n'y a pas de support imprimé. Mais on peut citer quand même Johnny, puisque c'est son exposé. Il a communiqué ça oralement, mais on peut citer. Et donc, on va indiquer, par exemple, 6e conférence internationale de l'UDI, Yaoundé, Cameroun. Et si c'est disponible en ligne, on va mettre le lien sur lequel on peut accéder à cette communication orale. Ça peut être une communication sous forme de vidéo, ça peut être audio, peu importe. Si c'est par exemple un rapport, une publication gouvernementale qu'on veut citer dans son travail, par exemple, le gouvernement a fait un travail sur la pauvreté dans l'extrême nord, par exemple, ou à l'est du Cameroun. Maintenant, vous allez indiquer le nom du rapport,
l'année à laquelle le rapport a été publié, le mois. Vous allez aussi indiquer le mois. Bon, ici, ce n'est pas le nom du rapport, mais c'est le nom de l'agence. Si c'est le ministère, par exemple, du développement rural ou le ministère de l'Agriculture, vous indiquez le ministère de l'Agriculture du Cameroun, l'année, le mois et le titre du rapport. Le titre du rapport. Ici, c'est vieillissement et maladies chroniques, profil des aînés canadiens. Maintenant, s'il y a un numéro de publication, vous notez le numéro de publication. Publication numéro HP 35 137 bar 1 2020 F-PDF. Et puis vous indiquez le lien. Si c'est en ligne, vous indiquez le lien. Si ce n'est pas en ligne, vous arrêtez à PDF. Point. Même pas PDF, puisque si ce n'est pas en ligne, ça ne sera même pas en PDF, ça sera en version papier. C'est seulement le numéro de publication. Et ça suffit. Alors, supposons que ce soit un rapport de recherche. C'est-à-dire, on donne un travail de recherche aux étudiants. Par exemple, quand j'enseignais à l'Université de l'Alliance chrétienne à Abidjan, j'avais une fois donné aux étudiants, c'est en période de Ramadan, je leur ai demandé d'aller en ville et de recenser le comportement des musulmans et le témoignage de la population sur la criminalité pendant la période de Ramadan. Parce qu'on note une différence nette entre la criminalité avant le mois de Ramadan et la criminalité pendant le mois de Ramadan. Vous le remarquerez dans vos villes, hein, et soyez observés même à Maroua, Garoua, Gaoundéré, là où vous êtes, hein, partout où vous êtes en communauté islamique, pendant la période de Ramadan, les musulmans affichent le meilleur comportement possible. Alors, ils ont remarqué cela pendant leur descente, qu'il n'y avait pratiquement pas de vol, d'attaque à main armée pendant le mois de Ramadan. Tout était réglo dans la ville d'Abidjan. Alors, si je veux citer par exemple le rapport d'une telle recherche dans mon travail de mémoire ou de thèse, je vais noter le nom de celui qui a rédigé le rapport, l'initiale du prénom, l'année, le titre du rapport, et puis, comme c'est un travail de recherche diligenté dans le cadre de l'Université de l'Alliance chrétienne à Abidjan, eh bien, je vais mettre le nom de l'université et le lien, si c'est disponible en ligne. Si ce n'est pas disponible en ligne, je m'arrête à l'institut ou à la faculté ou à l'université qui a diligenté la recherche. Maintenant, qu'en est-il d'une thèse? Par exemple, vous avez déjà écrit d'autres travaux dans votre vie. Par exemple, quelqu'un veut citer un mémoire, le mémoire de Haman Luc, et dans son travail de thèse. C'est possible. Dans ce cas, vous donnez Haman, L, l'année de rédaction de son mémoire, le titre de son mémoire en italique, et vous indiquez entre crochets mémoire de master recherche ou mémoire de maîtrise. À notre époque, on parlait de maîtrise encore. J'ai écrit mon mémoire en 94, mai 1994. Et donc, en ce moment, on parlera de mémoire de maîtrise, mais maintenant, on parle de mémoire de master. Et on indique l'université ou la faculté, et puis dépôt institutionnel, c'est-à-dire ça a été déposé dans la librairie de l'institution. Parfois, c'est dans le département, au niveau du département académique, mais généralement, c'est pour la bibliothèque. On met les mémoires et les thèses en bibliothèque. Et donc, vous pouvez citer. Maintenant, et remarquez que vous n'indiquez pas le nombre de pages de ce mémoire, comme dans les anciennes éditions. Parce qu'avant, vous devez indiquer un mémoire de 120 pages ou de 144 pages. Non, non, vous n'indiquez que le nom de l'auteur, l'année, le titre du mémoire ou de la thèse en italique,
et puis l'institution où le mémoire ou la thèse a été soutenue, tout simplement. Maintenant, qu'en est-il d'un film? Vous avez par exemple visualisé un film et vous voulez citer ce film dans votre travail, c'est possible. Et maintenant, vous notez le nom des réalisateurs. Si c'est un réalisateur ou deux, vous notez leur nom, l'année, le titre du film en italique et entre crochets film cinématographique. Et si vous connaissez la source de ce film, par exemple Nollywood ou Bollywood ou Hollywood, indiquez cela. Donc, comme ça, on peut facilement retrouver le film en question. Qu'en est-il d'un documentaire? C'est-à-dire, ce n'est pas un film, mais c'est un documentaire. Quelqu'un a fait un documentaire, par exemple, sur la campagne électorale qui se déroule en ce moment au Cameroun. Et vous voulez citer ça dans votre travail. Vous indiquez le nom du journaliste, l'initiale de son prénom, entre parenthèses journaliste, l'année, la date exacte. La date exacte. Par exemple, si quelqu'un a fait un reportage sur la visite de Paul Biya à Maroua, alors vous allez indiquer 2025 et la date exacte de sa visite à Maroua. Et puis vous allez indiquer le titre du documentaire. Par exemple, le chef de l'État dans la capitale régionale de l'extrême nord. Et puis, entre crochets reportage, et puis, quelle radio, ça va être la CRTV par exemple, Cameroon Radio Television. Et puis maintenant, si c'est disponible en ligne, indiquez le lien. Qu'en est-il d'une vidéo que vous avez trouvée sur YouTube, mais qui vous intéresse pour votre travail de mémoire et de thèse? Vous pouvez également citer une vidéo. Dans ce cas, si vous connaissez le nom de celui qui a conçu la vidéo, donnez son nom, sinon l'institution. Ici, c'est TextTalks, donc c'est une organisation. L'année, la date, notez la date à laquelle la vidéo a été conçue. Parce que la date est importante pour voir avec recul maintenant à quel moment précis est-ce que la vidéo a été tournée. Et maintenant, vous donnez le titre de la vidéo, vous indiquez entre crochets vidéo, et si c'est sur YouTube, indiquez YouTube. Alors, il y a d'autres données ici qui sont moins importantes pour vous, données statistiques, billets de blog, page web, page Facebook, tout cela vous pouvez citer dans votre travail. Par exemple, pour une page Facebook, vous indiquez le titre, et puis la date si vous connaissez. S'il n'y a pas de date, vous indiquez SD, c'est-à-dire sans date. Et puis, quel est le statut de Facebook? Si c'est accueil, vous indiquez accueil, statut Facebook, et puis vous indiquez que c'est sur Facebook. Et quand est-ce que vous avez repéré ça? La date, pas de conception, puisque vous ne savez pas exactement la date de conception, mais au moins la date à laquelle vous avez repéré le message. Parce que les gens peuvent aller modifier plus tard. Vous pouvez avoir repéré quelque chose le 8 mars et le 9, on a modifié déjà. Mais la date fait foi. Parce que maintenant, on peut repartir en arrière et retrouver ce qui a été publié le 8 avant d'être modifié. On a les moyens techniques de le faire. Et puis l'année. Et vous indiquez le lien du Facebook. Maintenant, pour les références, comme je l'ai dit, la façon la plus simple, c'est de présenter vos références par ordre alphabétique des noms de famille. Donc, vous voyez B, C, E, G, P, S, S, W. C'est tout. Il y a des normes pour les citations juridiques. Ça, c'est pour le département de droit. Ça ne vous intéresse pas. Vous êtes en théologie. Les abréviations. Il y a une liste d'abréviations ici. Les abréviations les plus fréquentes. Division d'un article de loi. Bon, ça, c'est toujours pour les juristes. Et on a déjà vu
les référencements. Ici, il y a des revues scientifiques. Bon, ça, ce n'est pas... par contre, ceci vous intéresse. Ça, c'est la transposition en français des signes et abréviations employés dans la version originale de l'APA 7. Alors, nous qui avons fait une bonne partie de nos recherches en contexte anglophone, nous avons parfois un problème, c'est qu'on confond le style anglais avec le style français. Ça m'arrive souvent dans mes travaux de confondre. Par exemple, les guillemets. Les Anglais notent les guillemets de cette façon. Les Français notent les guillemets de cette autre façon. Alors, ce document vous donne comment ça se présente dans un texte en anglais. Il n'est pas interdit que vous écriviez un jour en anglais, que vous publiez en anglais. Et puis, voici comment ça se présente en français. Alors, nous allons nous focaliser sur le français ici, puisque vous allez écrire vos mémoires et vos thèses en français. Mais vous pouvez aussi écrire vos mémoires et vos thèses en anglais si vous le voulez. Nous avons eu une soutenance la semaine passée, par exemple, d'un étudiant de l'UDI qui a écrit son mémoire de master en anglais. C'est un anglophone. Et donc, il a écrit et soutenu son travail en anglais. Et c'était bien. Et donc, l'UDI, en fait, vous donne la latitude de le faire dans la langue de votre choix. Si vous pouvez le faire en arabe, nous avons des professeurs qui parlent l'arabe. Vous pouvez le faire en allemand, vous pouvez le faire en espagnol, vous pouvez le faire en chinois, vous pouvez le faire même dans vos langues maternelles. Nous allons trouver des professeurs d'université qui parlent vos langues maternelles. On n'a pas de souci au niveau de l'UD. Maintenant, puisque le référencement se fait ici en français, si c'est dans, on va écrire dans. L'anglais va écrire in. Si c'est sous la direction, on va dire point. Ça, c'est l'abréviation. Alors qu'en anglais, on va dire ed ou eds quand il y a plusieurs éditeurs. Quand c'est un document traduit, on va dire trad. L'anglais va dire trans, parce que c'est translation. Quand il y a, par exemple, deux auteurs, Haman et, disons, Yandal, l'anglais va marquer Haman, virgule, et puis ceci, at, and, mais en français, on ne va pas encourager l'usage de ce signe. On va plutôt utiliser et non l'esperluette. Maintenant, on a et al. Ça reste la même chose en français. Les guillemets, c'est cette présentation qui est acceptée en français. Édition, n'oubliez pas l'accent. Deuxième édition, n'oubliez pas que le E ici est exposé et puis n'oubliez pas l'accent. Paragraphe, c'est comme ça. Sans date, ça dit c'est un ouvrage n'a pas de date, vous mettez SD, sans date. S'il n'y a pas un lieu d'édition, vous notez SL. S'il n'y a pas, si c'est sous presse, vous écrivez sous presse et non in press comme en anglais. Si c'est inédit, c'est-à-dire ça n'a pas encore été publié, vous écrivez inédit et non unpublished comme en anglais. Cité dans, vous écrivez entièrement. Chapitre, page, P, volume, vol, N, numéro. Vous pouvez utiliser ceci au lieu de la façon anglaise. Repérez le A au lieu de retrieve en anglais. Diapo pour les slides. Et puis supplément, numéro thématique. Maintenant, il y a des abréviations latines acceptées en français. Donc, ça c'est souvent dans les thèses de doctorat, les gens aiment faire usage du latin ou du grec ou c'est pas d'autres, surtout du latin, puisque le latin est le grand frère du français. Et donc,
vous pouvez très bien utiliser l'abréviation du latin, si vous le voulez, dans vos travaux. Vous pouvez soit écrire ad lib ou bien ad libitum, c'est-à-dire au choix, à volonté, ad litteram ou bien ad litteram à la lettre, ad hoc à cet effet, cf ou confère, comparé à, et al et ali, ça c'est l'italien, et autres, etc. ou bien etc. Ibidem ou ibid, au même endroit, id, idem, loc sit ou loco citato, à l'endroit cité, nb ou nota bene, notez bien, op sit ou opere citato, dans la source citée, ps ou post-scriptum, écrit après. On accepte soit l'abréviation, soit la forme entière en italien. Et donc voilà, mes chers amis, en latin plutôt, pas en italien, mais en latin. Et donc, mes amis, voilà, nous avons terminé avec les normes APA. On espère que vous n'aurez pas de problème. Comme je l'ai dit, non seulement vous avez accès à ce document, je pense que je vous l'ai déjà envoyé, mais si vous voulez, je peux encore renvoyer ce document. Et je vous enverrai aussi la version originale en anglais, parce que tout ceci a été traduit de l'anglais. Donc, et l'anglais est beaucoup plus détaillé encore, beaucoup plus détaillé. Par exemple, ce document ne vous donne pas tous les détails, par exemple, sur les sources de citation de l'intelligence artificielle, comment citer une source de l'intelligence artificielle, des choses de ce genre. Vous avez beaucoup plus de détails, mais et d'ailleurs, pour l'intelligence artificielle, vous indiquez le nom de l'intelligence artificielle et l'année dans le texte, tout simplement. Mais vous avez vraiment ce qu'il vous faut pour la rédaction d'un travail de mémoire et de thèse dans ce document. Faites-en un outil de référence. Et puis, si vous avez des doutes, comme je l'ai dit, aujourd'hui, vous pouvez aller sur Google et taper comment citer telle source selon les normes APA et préciser 7e édition. 7e édition. Parce que les normes de la 6e édition ne sont pas les mêmes que les normes de la 7e édition. Pour nous qui avons travaillé avec des normes passées, parfois nous hésitons un peu. La tendance est de repartir à l'ancienne norme. Parce que c'est ça que le cerveau a enregistré. Mais il faut toujours suivre le document de la 7e édition. Parce que vous êtes maintenant à l'ère de la 7e édition. Donc vous êtes en 2025, n'allez pas danser la danse de 1980. Donc voilà, mes chers amis, ce que je peux vous dire. Ceci met fin à notre présentation de ce soir et ouvre la page des questions-réponses. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser avant de terminer par la prière. Et donc, avant de clôturer cette série d'enseignements sur la rédaction des mémoires et de thèses, j'aimerais encore vous dire comment présenter le mémoire, c'est-à-dire la présentation même du mémoire, du contenu du mémoire ou de la thèse, et comment se préparer à la soutenance. Comment se préparer à la soutenance? Parce que parfois, il y en a qui tâtonnent encore au moment de la soutenance. Donc, on va vous donner quelques indications sur comment se préparer à la soutenance et quels sont les critères d'évaluation de vos travaux. Comme ça, vous vous préparez en avance. Qu'est-ce qu'on va voir quand on va analyser votre mémoire de master? Qu'est-ce qu'on va voir quand on va examiner votre mémoire, votre thèse de doctorat? Et puis, je vous encourage à participer aux soutenances parce que vous allez voir comment est-ce que les soutenances se déroulent et cela va vous aider à mieux vous préparer. Chaque institution a sa façon d'organiser la soutenance. En ce moment, nous avons une soutenance de master recherche en islamologie qui s'annonce. Peut-être la semaine prochaine, nous sommes en train d'arrêter une date, nous allons vous informer si c'est la semaine prochaine.
sinon la semaine prochaine. Et il y a une thèse aussi, la soutenance d'une thèse de doctorat qui est en préparation. La thèse a été déjà soumise et nous sommes en train de faire l'expertise en ce moment. Et donc, quand ça sera programmé, je vous encourage à participer. La thèse porte sur l'évangélisation avec la méthode du chameau. Donc, ça va beaucoup intéresser ceux qui sont en théologie pratique, par exemple. Ça, c'est la méthode du chameau est une évangélisation, une méthode d'évangélisation conçue pour le contexte musulman. Mais ça soulève quelques problèmes théologiques. Et donc, le candidat a bien analysé les forces et les faiblesses de cette méthode. Voilà. Je vois la main du collègue Yandal. Vous avez la parole, cher collègue. Merci beaucoup, cher professeur, pour la parole donnée et la présentation si brillante qui nous aide beaucoup à faire mieux. Dans votre intervention, vous avez pris un exemple d'un document, par exemple, écrit par Haman au niveau de l'Institut, au niveau de l'ISTEM. Je vais aller plus loin parce que ça a ouvert un peu mon esprit. Si jamais dans la communauté du pasteur Nouabé et qu'il constate qu'il y a un souci de se protéger contre la pratique de la sorcellerie, et il fait appel au pasteur Haman qui connaît bien les bien-aimés de la montagne, les bien-aimés Matal, c'est au pays Matal. Oui. Il arrive, il présente. Et nous autres, on trouve que le document est intéressant et qu'on voudrait aussi le citer. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Et c'est la même chose comme celui de document où à la tête, c'est l'ISTEM pour un recyclage, par exemple. Que faut-il faire à ce niveau? Merci. Oui, vous citez toujours Haman, et dans ce cas, vous citez l'Église comme cadre, que c'était fait dans le cadre de l'Église, donc paroisse de Talamongolo. Oui, mais c'est Haman qui fait l'autorité et qui a qualité, puisque c'est un intellectuel. Donc, vous pouvez le faire, mais dans ce cas, vous citez Haman. Par exemple, le travail de recherche que j'ai diligenté à Abidjan, ça sera, même si je suis de l'UDI, ça sera pour le compte de l'université d'Abidjan, puisque j'ai organisé la recherche dans le cadre de cette université. Donc, citez le cadre dans lequel le travail a été effectué ou présenté. D'accord, merci beaucoup. Merci, cher collègue. Ça me rappelle une série d'enseignements qu'on avait donné dans les années 90 sur la sorcellerie. J'étais dans plusieurs paroisses. D'accord, c'est intéressant. Un missionnaire me disait, mais toi tu es courageux, moi je ne vais jamais donner d'enseignement sur la sorcellerie. Je dis, mais mon cher, c'est dans la Bible, il faut qu'on en parle. Bien, c'est une parenthèse, un peu de rions, un peu. Alors, autre question, chers collègues, collègue Nouabé. Oui, merci, professeur, pour la parole donnée. Il y a un mot là, lorsque vous avez présenté, c'est quoi? Je n'ai pas bien saisi le mot. C'est identé. Ah oui. En haut. Ah oui. Le mot identé, Oui. je n'ai pas bien compris l'explication, ça m'a un peu échappé là. Très bonne question. Oui. Oui. C'est quand je parlais des marges. Quand je parlais des marges, quand c'est identé, vous connaissez ce qu'on appelle tabulation, non? En français. Oui, sur la touche de l'ordinateur. Sur le Voilà. clavier. C'est ça. C'est ça. Et donc, quand on dit identé, c'est qu'il y a une marge. Par exemple, ici, je partage l'écran. J'espère que mon écran est maintenant visible de votre côté. Moi, pas encore. OK, ça va prendre parfois 1 ou 2 minutes.
Est-ce que quelqu'un voit déjà l'écran? Oui. C'est bon maintenant. C'est bon. OK, c'est Oui. bon. Très bien, très bien. Donc, voyez-vous, quand c'est identé, c'est-à-dire que vous tapez sur la touche tabulation. Voyez ici, ce n'est pas sur la ligne, mais il y a l'espacement avant de mettre le titre. Ça, c'est identé. Est-ce que ça va, collègue Noabé? Oui, ça va, professeur. Et aussi, je OK. n'ai pas reçu l'enregistrement des 2 dernières séances là. Je ne sais pas si vous avez envoyé. Ah, Les dernières d'accord. D'accord. Bon, je n'ai pas envoyé la dernière séance, mais je pense l'avant-dernière séance doit être envoyée, mais je vais vérifier. Et je vais vous les envoyer. Aussi, C'était la une note, saison assez intense de mon côté, mais je vais vous les envoyer. d'accord. Ouais. Même le Collègue, document, vous n'avez pas reçu le document non plus? non plus, je n'ai pas reçu le document. D'accord. Je vais également vous envoyer. Surtout le document jaune, c'est celui que je vous encourage à utiliser. Moi aussi, j'ai Ouais. déjà reçu. Collègue Johnny. Oui, Je n'ai pas reçu. Oui. Dire que moi, D'accord. Je vais j'ai vous reçu envoyer à vous tous donc. Et collègue Johnny, Oui, c'est pour vous dire que, par contre, je l'ai reçu l'avant-dernière séance. très bien. Très bien. Oui, je pense avoir envoyé l'avant-dernière. C'est la dernière que je n'ai pas envoyée. Mais je vais vous envoyer les deux au cas où vous avez raté aussi l'avant-dernière. Autre question? Sinon, merci, chers collègues. Nous allons donc nous arrêter là pour ce soir. Et nous allons demander à l'un d'entre nous de terminer par la prière. Prions le Seigneur et pensons à nos collègues qui n'ont pas pu se joindre à nous. Ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas celui de la Guinée. J'ai causé avec celui de la Côte d'Ivoire qui devrait être là, mais il n'est pas venu. Il y a aussi un nouveau doctorant qui écrit sa thèse sur l'éthique, qui devait être là ce soir. Il n'est pas venu. Donc, prions pour les absents. Peut-être qu'il y a des cas de maladie ou d'autres soucis de santé, que le Seigneur les soutienne. Donc, terminons par la prière d'un volontaire. Prions. Dieu notre Père, nous te remercions pour l'occasion pour nous permettre de suivre ce cours et pour mieux faire dans notre rédaction. Merci Seigneur pour notre possibilité. Par contre, nous pensons aussi à nos frères, à nos amis qui ne pouvaient pas nous poursuivre. Tu connais toutes les raisons et les causes et nous te prions de les accompagner, de leur donner la possibilité de suivre pour la prochaine séance. Et merci de nous avoir assistés. Merci aussi pour notre professeur par qui tu nous parles. Et nous te prions de nous garder toujours pour nous permettre de suivre la prochaine séance. C'est dans le nom du Seigneur Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Merci, chers collègues. À jeudi prochain, même heure et même lien. Merci, merci, professeur. Bonne journée.